Et à 15h47, le 23 mars 1945, le soldat américain Robert Harrison n'en croyait pas ses yeux. Cela faisait 3 semaines qu'il était prisonnier de guerre, dans un hôpital de campagne allemand, près de la ville de Bad Kreuznach. Ce qu'il allait voir cet après-midi-là allait changer à jamais sa vision du monde et de l'ennemi. Un infirmier allemand, le caporal Klaus Müller, était agenouillé près d'un pilote américain gravement blessé. Le jeune lieutenant avait les 2 jambes, broyées dans le crash de son bombardier. Müller s'efforçait fébrilement d'arrêter le saignement. La sueur coulait sur son visage. Ses mains tremblaient d'épuisement. Mais il n'abandonnait pas. À côté de l'Américain gisait un soldat allemand, atteint d'une blessure à l'abdomen par balle. Les 2 hommes avaient un besoin urgent de soins chirurgicaux. Il n'y avait qu'une seule salle d'opération, un seul chirurgien. Une décision impossible. Harrison s'attendait à ce que l'Allemand soit soigné en premier. Ce serait logique. Ce serait normal en temps de guerre. Les siens d'abord, c'était la règle. Toutes les armées du monde agissaient ainsi. Mais alors, arriva le médecin-chef, le docteur Friedrich Weber. Il avait 52 ans, les cheveux gris, avec de profondes rides autour des yeux. Un homme qui avait déjà survécu à la Première Guerre mondiale. Un homme qui avait vu trop de souffrance. Weber examina les 2 blessés, vérifia le pouls, les pupilles, la respiration. Puis, il prit une décision que Harrison n'oublierait jamais. Le médecin allemand pointa du doigt le pilote américain et dit à son assistant « Celui-là d'abord, ses blessures sont plus critiques. Nous avons peut-être 1 heure pour sauver ses jambes. » Le blessé allemand ne protesta pas. Il hocha simplement la tête, faiblement. Il comprenait. Il acceptait. À cet instant précis, quelque chose se brisa dans la tête de Harrison, toute la propagande, toutes les histoires de barbares nazis inhumains. Comment était-ce possible ? Comment un médecin allemand pouvait-il soigner un ennemi américain avant son propre camarade ? Les 6 heures suivantes allaient donner à Harrison une leçon qu'aucun manuel scolaire, aucun manuel militaire, aucune propagande gouvernementale ne pourrait jamais lui enseigner. Une leçon d'humanité, capable de survivre, même dans les moments les plus sombres de la guerre. L'hôpital de campagne était à l'origine une vieille usine. De hauts plafonds, des murs de briques froids, des lits de fortune faits de bois et de paille. Les Allemands avaient rassemblé tout ce qu'ils pouvaient trouver, des couvertures provenant de civils, du matériel de pansement pillé dans des pharmacies. La morphine était rare, l'anesthésie encore plus. Le docteur Weber avait constitué son équipe médicale 3 mois auparavant. 12 infirmiers, 4 infirmières, 2 assistants médicaux. La plupart d'entre eux n'étaient pas des professionnels de la santé. Un infirmier avait été enseignant avant la guerre. Une infirmière avait travaillé dans une boulangerie. La guerre transformait des civils en sauveteurs, mais ce qu'ils avaient tous en commun, c'était la règle de fer de Weber, une règle qu'il avait énoncée le premier jour, et qu'il répétait quotidiennement depuis lors. Dans cet hôpital, il n'y a pas de nationalité, il n'y a que des patients. Un soldat blessé est un soldat blessé, allemand, américain, britannique, russe. Dans ma salle d'opération, ils sont tous égaux. Tous les officiers allemands ne pensaient pas de cette façon. Harrison avait entendu des histoires, des camps, où les prisonniers alliés étaient maltraités, des endroits où la Convention de Genève n'existait que sur le papier. Il avait eu peur lorsqu'il avait été fait prisonnier, peur de la torture, de la faim, de la mort. Mais cet hôpital était différent. Le docteur Weber était différent. La salle d'opération était un ancien entrepôt transformé, les murs étaient recouverts de draps blancs, une simple lampe opératoire était suspendue au plafond, alimentée par un générateur branlant. La table était en bois, lavée à l'alcool. Des conditions primitives, mais les mains qui y travaillaient étaient habiles.
Weber fit la première incision à 16h15. Le pilote américain, le lieutenant James Peterson, était conscient. Il n'y avait pas assez d'anesthésie pour une anesthésie générale. Weber lui avait administré une anesthésie locale, autant que possible. Mais Peterson allait quand même tout ressentir. Harrison, qui observait à travers une fenêtre, s'attendait à de la brutalité. Un travail rapide et grossier. La chirurgie de guerre n'était pas douce, tout le monde le savait, mais Weber travaillait avec une précision qui stupéfia Harrison. Chaque incision était réfléchie, chaque mouvement efficace. Weber parlait doucement à Peterson en anglais. « Restez avec moi, lieutenant. Je sais que ça fait mal, mais nous allons sauver vos jambes, je vous le promets. » Le visage de Peterson était pâle de douleur. Des larmes coulaient sur ses joues. Mais il serra les dents, resta immobile. L'assistant de Weber, un jeune médecin nommé Dr Heinrich Schäfer, lui tendait les instruments. Schäfer n'avait que 28 ans. Fraîchement sorti de l'université, lorsque la guerre a commencé, il n'avait jamais prévu de devenir chirurgien de guerre. Personne ne prévoit ça, mais le voilà. Et il avait appris de Weber que la médecine ne connaît pas la politique, pas la race, pas la nationalité, seulement la vie et la mort. L'opération dura 4 heures et 23 minutes. Weber retira des éclats d'os, répara des artères déchirées, stabilisa les 2 jambes, aussi bien que possible. Peterson pourrait remarcher, peut-être en boitant, mais il marcherait. Lorsque Weber posa le dernier bandage, il était 20h38. Il était épuisé. Ses mains tremblaient. Il n'avait pas mangé depuis 14 heures. Mais il sourit faiblement. « Vous y êtes arrivé. Lieutenant, vous allez survivre. » Peterson, hébété par la douleur et la morphine, murmura « Pourquoi m'avez-vous sauvé? Je suis votre ennemi. » Weber posa une main sur l'épaule de Peterson. « Vous étiez mon ennemi quand vous étiez en bonne santé. Maintenant, vous n'êtes plus qu'un patient, et je suis médecin, c'est tout ce qui compte. » Puis, Weber se dirigea immédiatement vers le patient suivant. Le soldat allemand blessé à l'abdomen attendait toujours. Il s'appelait Hans Schmidt. Il avait 19 ans. Il avait attendu 5 heures. Pendant que l'Américain était opéré, 5 heures de douleur, 5 heures pendant lesquelles il aurait pu mourir. Mais Schmidt n'avait pas protesté. Lorsque Harrison lui parla plus tard, Schmidt dit quelque chose qui accompagnerait Harrison toute sa vie. « L'Américain en avait plus besoin que moi. Le docteur Weber a pris la bonne décision. C'est ça l'honneur. C'est pour ça qu'on devrait se battre. » Ces mots venaient d'un soldat. Il venait d'attendre 5 heures pour une chirurgie vitale, pendant que son ennemi était soigné en premier. Harrison n'arrivait pas à y croire. Dans les semaines qui suivirent, Harrison vit d'autres moments de ce genre. L'hôpital de campagne comptait 47 patients, 23 Allemands, 18 Américains, 4 Britanniques, 2 Français. Tous étaient traités de la même manière. Tous recevaient les mêmes soins, la même nourriture, les mêmes médicaments, rares. Une infirmière allemande, sœur Anna Hoffmann, 34 ans, travaillait 16 heures par jour. Elle changeait les pansements, injectait des médicaments, nourrissait les blessés incapables de manger seuls. Son frère était tombé quelque part sur le front de l'Est. Elle avait toutes les raisons de haïr les Américains, mais lorsqu'un soldat américain, délirant avec une forte fièvre, appelait sa mère, infirmière Anna Hoffmann s'assit à son chevet, lui prit la main et lui chanta une berceuse allemande. Sa voix était douce, maternelle. L'Américain se calma, s'endormit. Harrison lui demanda plus tard, « Comment pouvez-vous faire ça? Comment pouvez-vous prendre soin de l'ennemi qui a peut-être tué votre frère ?» L'infirmière Hoffmann le regarda avec des yeux fatigués, mais amicaux. « Ce jeune homme n'a pas tué mon frère. Ce jeune homme est aussi le frère de quelqu'un, le fils de quelqu'un. La guerre fait de nous des ennemis. Mais la souffrance nous rend à nouveau humains. » Ces mots, ces maudits mots,
Harrison les avait écrits dans son journal. Il ne les oublierait jamais. Il y avait un soldat britannique à l'hôpital de campagne, le sergent William Thompson. Il avait perdu ses 2 bras à cause d'une mine terrestre. Les blessures étaient infectées. La gangrène menaçait. Weber amputa le 2 bras jusqu'au coude pour sauver la vie de Thompson. Thompson était dévasté. Il ne pourrait plus jamais vivre normalement, plus jamais serrer ses enfants dans ses bras, plus jamais manger seul. Il voulait mourir. Mais l'aide-soignant allemand, Klaus Müller, le même homme qu'Harrison avait vu le premier jour, n'abandonna pas. Müller rendait visite à Thompson tous les jours, lui apprenait à utiliser des prothèses, l'encourageait, parlait avec lui de sa famille, de ses rêves. Müller avait lui-même un fils qui combattait sur le front de l'Est. Il n'avait plus de nouvelles de lui depuis des mois, ne savait pas s'il était vivant ou mort, mais il traitait Thompson comme son propre fils. Thompson écrivit plus tard dans ses mémoires « Klaus Müller n'a pas seulement sauvé mon corps, il a sauvé mon envie de vivre. Il m'a montré qu'il n'y a plus que la guerre, que l'humanité est plus forte que la haine. » Une nuit, c'était le 7 avril 1945. Il y eut un raid aérien. Des bombardiers alliés attaquèrent la ville voisine. L'hôpital de campagne était trop proche. Des éclats d'obus frappèrent le bâtiment. Les fenêtres volèrent en éclats. Une partie du toit s'effondra. La panique éclata. Les blessés qui pouvaient bouger essayèrent de s'échapper. Mais beaucoup étaient trop faibles, trop blessés. Ils gisaient, impuissants, dans leur lit. Le médecin-chef Weber courait à travers l'hôpital de campagne, criant des ordres, évacuer tous les patients, Allemands et Alliés ensemble. Personne ne sera laissé pour compte. Des aides-soignants allemands portaient des blessés américains, des prisonniers américains qui pouvaient encore marcher, aidaient des blessés allemands. À cet instant, il n'y avait plus d'ennemis, seulement des êtres humains qui se battaient pour survivre. Harrison portait un soldat allemand qui avait perdu ses 2 jambes. L'homme était lourd. Harrison lui-même n'était pas encore complètement remis de ses propres blessures. Mais il le portait dans une cave où ils trouvèrent refuge. Le soldat allemand regarda Harrison et dit « Dank, camarade »« Merci, camarade. »« Camarade, camarade. » Ce mot frappa Harrison comme un coup de poing. Ils étaient devenus des camarades, d'une manière ou d'une autre, quelque part sur ce chemin à travers la douleur, la peur et l'humanité. L'attaque dura 42 minutes. Quand ce fut fini, l'hôpital de campagne comptait 3 morts. 2 Allemands, un Américain. Ils ne sont pas morts sous le feu ennemi, ils sont morts à cause des bombes de leurs propres alliés. L'enterrement eut lieu le lendemain. Le médecin-chef Weber insista pour les enterrer tous les 3 ensemble. Drapeaux allemands et américains, côte à côte. Un pasteur lut des passages de la Bible, parla de la paix, que seule la mort apporte. Harrison se tenait à côté de soldats allemands. Ils pleuraient tous pour leurs camarades, pour la folie de la guerre, pour tout ce qui était perdu. Après l'enterrement, Weber s'adressa à tous les soldats et aides-soignants rassemblés. Sa voix était rauque d'émotion. « Nous venons de perdre 3 hommes bien. Ils se battaient dans des camps différents, mais ils sont morts sous le même toit, sous mes soins. C'est mon échec. » Un soldat américain cria « Non, docteur, vous avez tout fait. Vous nous avez tous sauvés. Vous nous traitez comme vos propres gens. » Weber secoua la tête. « Vous êtes mes propres gens. Vous tous, Allemands, Américains, Britanniques, vous êtes tous les fils de quelqu'un, les frères de quelqu'un. Et tant que vous serez ici, je vous traiterai tous de la même manière. C'est la Convention de Genève. Mais plus que ça, c'est l'humanité. » Ce discours, Harrison écrivit chaque mot dans son journal. Il conserva ce journal toute sa vie. Le montra à ses enfants, à ses petits-enfants. La situation à l'hôpital de campagne devint de plus en plus difficile. Les troupes alliées se rapprochaient. Les ressources se raréfiaient. La nourriture était rationnée.
l'eau parfois contaminée, les médicaments s'épuisaient. Weber répartissait tout équitablement. S'il n'y avait assez de morphine que pour 10 patients, mais que 20 souffraient, il ne décidait pas en fonction de la nationalité. Il décidait en fonction des besoins médicaux. Le patient qui souffrait le plus passait en premier. Parfois c'était un Allemand, parfois un Américain. Ça n'avait aucune importance. Un soldat américain, le soldat de 2e classe David Miller, avait une infection qui nécessitait des antibiotiques. Il ne restait plus qu'une dose de pénicilline. Un officier allemand avait également une infection. Qui devait recevoir le médicament? Weber examina les deux. L'infection de Miller était plus avancée, plus dangereuse, alors Miller reçut la pénicilline. L'officier allemand, un capitaine nommé Friedrich Braun, ne protesta pas. Lorsque Miller le remercia plus tard, Braun dit « Nous sommes tous victimes de cette guerre. J'espère que vous survivrez et direz à vos compatriotes que tous les Allemands ne sont pas des monstres. » Miller survécut, retourna en Amérique et passa le reste de sa vie à faire exactement ça. Il donna des conférences, écrivit des lettres aux journaux, raconta son histoire partout. La plupart des Américains ne le crurent pas. Après la guerre, la propagande anti-allemande était forte. Personne ne voulait entendre dire que des soldats allemands étaient honorables, que des médecins allemands sauvaient des vies, mais Miller ne cessa jamais de raconter, parce que c'était la vérité. Et la vérité devait être dite le 18 avril 1945. Les troupes américaines atteignirent la zone. L'hôpital de campagne fut libéré. Mais pour Harrison, ce n'était pas un sentiment de libération. C'était un sentiment de fin. Une triste fin de quelque chose de spécial. Le médecin-chef Weber fut fait prisonnier, interrogé. Les Américains recherchaient des criminels de guerre, des preuves d'atrocité, mais chaque patient de l'hôpital de campagne, allemand et allié, on témoigna, le médecin-chef Weber n'était pas un criminel de guerre, c'était un héros. Il nous a tous sauvés, il nous a traités avec dignité et respect. Harrison lui-même écrivit un rapport de 8 pages, détaillé, précis. Il décrivait chaque incident dont il avait été témoin, chaque acte d'humanité. Les officiers américains étaient sceptiques. Comment un médecin allemand pouvait-il avoir été si noble? Ce n'était pas logique. Ne correspondait pas à l'image qu'ils avaient, ne correspondait pas à la propagande, mais les preuves étaient accablantes. 47 témoignages, tous cohérents, tous sincères. Un colonel américain qui dirigeait les interrogatoires dira plus tard « Je cherchais des criminels de guerre. Au lieu de cela, j'ai trouvé l'un des hommes les plus honorables que j'ai jamais rencontré. » C'était difficile à accepter. Weber fut libéré, autorisé à rentrer chez lui, mais son foyer n'existait plus. Son appartement à Berlin avait été bombardé. Sa femme et sa fille avaient été évacuées à Dresde. Dresde avait également été détruite pendant des semaines. Il ne sut pas si elles étaient vivantes. Puis, en juin 1945, il reçut une lettre de sa femme. Elle et sa fille avaient survécu. Vivaient maintenant chez des parents, en Bavière. Weber pleura en lisant la lettre. Pleura de soulagement, d'épuisement, devant tout ce qu'il avait traversé. Il se rendit en Bavière, revoyait sa famille pour la première fois depuis 2 ans. Sa fille, Helga, avait maintenant 16 ans. Elle le reconnaissait, à peine. Il avait tellement vieilli, tellement aminci, tellement grisonnant. Mais ils s'embrassèrent, se serrèrent l'un contre l'autre. Et dans ce moment, Weber sentit que, peut-être, il y avait de l'espoir. Espoir de reconstruction, de guérison. Il trouva du travail dans un hôpital.
à Munich, plus un hôpital de campagne, un véritable hôpital, avec de vraies ressources. Mais il n'oublia jamais les leçons de la guerre. Il traitait tous les patients de la même manière, Allemands, réfugiés, anciens ennemis. Cela n'avait pas d'importance. Un patient était un patient. De jeunes médecins lui demandaient parfois « Comment pouvez-vous rester si calme, si compatissant, après tout ce que vous avez vu ?» Weber répondait toujours la même chose. « Justement, à cause de tout ce que j'ai vu trop de haine, trop de souffrance. Je refuse d'en apporter davantage dans le monde. La médecine, c'est la guérison, pas seulement des corps, mais aussi des cœurs. » À l'automne 1946, Weber reçut une lettre d'Amérique de Robert Harrison. Harrison écrivait au sujet de sa vie après la guerre, au sujet de son retour chez lui, au sujet des difficultés à s'adapter. Harrison écrivit « Personne ici ne comprend, il pense, que la guerre était simple, nous contre eux, le bien contre le mal, mais vous m'avez montré que c'est plus compliqué, qu'il y avait de bonnes personnes des deux côtés. » Weber répondit. Ainsi commença une correspondance qui durerait 20 ans. Deux hommes, autrefois, sur les côtés opposés d'une guerre, devinrent des amis, partageaient des pensées, des craintes, des espoirs. Harrison rendit visite à Weber en 1955. C'était la première visite d'Harrison en Allemagne depuis la guerre. Il avait peur, peur des souvenirs, peur de la haine, mais quand il vit Weber, toute peur s'évanouit. Ils s'embrassèrent, comme de vieux amis, parce que c'était le cas. Weber montra à Harrison la Nouvelle-Allemagne, un pays qui se reconstruisait, des villes, et qui renaissaient de leurs ruines, des gens qui regardaient vers l'avenir. Harrison fut impressionné, écrivit plus tard « Le peuple allemand a fait preuve de plus de résilience que tous les peuples que je connaisse. Ils ont tout perdu, et pourtant, ils se sont reconstruits. Cela mérite le respect. » Au cours de cette visite, Harrison et Weber rencontrèrent également Klaus Müller. Müller travaillait maintenant comme enseignant. Dans une petite ville à l'extérieur de Munich, enseignait la biologie et l'histoire. Müller raconta à Harrison « J'essaie d'enseigner à mes élèves que la guerre n'est pas une solution, que l'humanité est plus importante, que le nationalisme, que nous avons tous plus en commun que ce qui nous sépare. » Harrison visita la classe de Müller, parla avec les élèves, raconta son histoire. Les élèves écoutèrent avec attention, posèrent des questions, voulaient comprendre. Un élève, un garçon de 14 ans, demanda « Nous haïssez-vous pour ce que nos pères ont fait ?» Harrison répondit honnêtement « J'ai haï pendant la guerre, j'avais peur et j'étais en colère, mais des hommes comme le docteur Weber et M. Müller m'ont montré que la haine ne fait qu'engendrer plus de souffrance. J'ai appris à comprendre et la compréhension est le premier pas vers la réconciliation. » Cette rencontre changea certains de ses élèves. Des années plus tard, l'un d'eux, maintenant médecin lui-même, écrivit à Harrison « Vos paroles dans notre classe m'ont inspiré à étudier la médecine. Je voulais guérir, pas blesser. Merci de nous avoir donné de l'espoir. » L'infirmière Anna Hoffmann ne revint jamais complètement à une vie normale. La guerre l'avait trop marquée. Elle souffrait de ce que nous appellerions aujourd'hui un trouble de stress post-traumatique, cauchemar, flashbacks, culpabilité au sujet de ceux
qu'elle n'avait pas pu sauver. Mais elle continua à travailler comme infirmière, parce que c'était la seule chose qu'elle connaissait, la seule chose qui lui donnait un sens. En 1958, elle reçut une lettre de William Thompson, le sergent britannique qui avait perdu ses 2 bras. Thompson écrivait qu'il voulait publier un livre au sujet de ses expériences. Il voulait la permission d'Anna d'inclure son histoire. Anna accepta. Le livre, Bras d'espoir, fut publié en 1960. Il connut un petit succès en Grande-Bretagne. Raconte l'histoire d'un homme qui perdit tout, mais retrouva sa volonté de vivre. Le chapitre sur Anna fit pleurer de nombreux lecteurs. Thompson décrivit comment Anna l'avait soignée, comment elle lui avait rendu sa dignité quand il se sentait inutile, comment sa gentillesse l'avait sauvé. Anna reçut des dizaines de lettres, de lecteurs, des gens la remerciaient, partageaient leurs propres histoires de perte et d'espoir. Une lettre venait d'une femme à Londres dont le père était mort à la guerre. Elle écrivit « Pendant des années, j'ai haï tous les Allemands. Je pensais qu'ils étaient tous des monstres. Mais votre histoire montre qu'il y avait aussi de la bonté chez l'ennemi. Cela change ma façon de voir le monde. » Anna conserva toutes ces lettres, les lisait quand les cauchemars devenaient trop violents. Elle lui rappelait que son travail était significatif, qu'elle avait fait une différence. Le lieutenant James Peterson, le pilote américain dont Weber sauva les jambes, retourna en Iowa. Il boitait, avait des douleurs chroniques, mais il était en vie. Peterson épousa son amour de jeunesse, Mary. Ils eurent 3 enfants. Il travailla comme mécanicien, vécut une vie tranquille. Mais chaque 23 mars, l'anniversaire de son opération, Peterson s'asseyait, seul, dans son garage, réfléchissait, se souvenait. Il ne raconta jamais grand-chose de la guerre à ses enfants. Trop douloureux, trop compliqué, mais peu avant sa mort, en 1989. Il appela son fils aîné, lui donna mais son vieux journal, dit « Lisa, comprends que les gens sont compliqués, que même en temps de guerre, la bonté peut exister. » Le fils lut, pleura, comprit. Il voyagea en Allemagne, chercha la tombe du docteur Weber, déposa des fleurs, dit « Merci au nom de mon père ». Le caporal Hans Schmidt, le soldat allemand qui attendit 5 heures avant d'être opéré, survécut lui aussi. Il retourna auprès de sa famille à Hambourg. Hambourg était lourdement endommagé. Ses parents avaient perdu leur maison. Il vivait dans un logement provisoire. Schmidt aida à la reconstruction. Il travailla comme ouvrier du bâtiment. Un travail dur, mal payé, mais honnête. Il se maria en 1948, eut 2 filles, leur racontait des histoires d'honneur et de sacrifice, au sujet du docteur Weber qui avait soigné un ennemi devant lui. Et combien c'était la bonne décision. Ses filles grandirent avec ses valeurs. L'une devint infirmière, l'autre assistante sociale. Toutes 2 consacrèrent leur vie à aider les autres. Schmidt était fier. Il disait souvent « La guerre m'a appris que le pouvoir ne réside pas dans les armes, mais dans la compassion. » Le docteur Weber était plus puissant que n'importe quel général, car il sauvait des vies au lieu de les détruire. En 1962, une conférence eut lieu à Genève sur les conventions de Genève. Les gouvernements discutèrent d'amélioration, plus de protection pour les prisonniers de guerre, de meilleurs standards médicaux. Le docteur Weber fut invité à témoigner. Il avait maintenant 69 ans, retraité.
Mais il accepta l'invitation. Il parla de ses expériences, de l'hôpital de campagne, des décisions qu'il avait dû prendre, de l'humanité qu'il avait préservée. Les délégués écoutèrent attentivement. Certains furent émus aux larmes. Un délégué américain. Un ancien général se leva et dit « Des hommes comme le docteur Weber nous montrent que même dans les périodes les plus sombres, il est possible de faire ce qui est juste. Nous lui devons notre gratitude et nous devons au monde de veiller à ce que ces leçons ne soient jamais oubliées. » La conférence mena à des changements importants dans les conventions de Genève. Des règles plus spécifiques pour le traitement médical, des sanctions plus sévères en cas de violation. Weber dit modestement « Je n'ai fait que ce qui était juste, mais si mes expériences peuvent aider à prévenir de futures souffrances, alors tout ce que j'ai traversé en valait la peine. » Des années plus tard, en 1952, un groupe d'anciens patients organisa une rencontre. Des vétérans allemands et alliés se retrouvèrent en Suisse. Un pays neutre, pacifique. Weber était là, vieilli. Ses cheveux étaient devenus blancs, mais ses yeux avaient toujours cette chaleur. Cette humanité, Harrison le serra dans ses bras, pleura et dit « Vous m'avez appris plus que n'importe quel général. Vous m'avez montré que l'honneur n'a pas de nationalité, que l'humanité est plus forte que la guerre. » Weber sourit faiblement. « Je n'ai fait que ce qui était juste, ce que tout médecin devrait faire. » Mais Harrison savait mieux. Tous les médecins n'auraient pas agi ainsi. Pas pendant cette guerre, pas sous cette pression. Weber était spécial. Son équipe était spéciale. Ils avaient préservé l'humanité là où d'autres l'avaient perdue. La rencontre dura 3 jours. D'anciens ennemis partagèrent des histoires. Rirent, pleurèrent, se réconcilièrent. Klaus Müller était aussi là. Son fils avait survécu à la guerre. Müller l'amena avec lui, le présenta aux vétérans alliés. William Thompson, le sergent britannique sans bras, était également venu. Il avait appris à vivre avec des prothèses, s'était marié, avait eu des enfants, construit une vie. Thompson serra Müller dans ses bras, dit « Tu m'as montré que la vie continue, qu'il y a de l'espoir. Je te serai éternellement reconnaissant. » L'infirmière Anna Hoffmann était également présente. Elle travaillait maintenant dans un hôpital à Munich, toujours infirmière, toujours attentionnée. Elle parla avec les vétérans américains, s'enquit de leur famille, de leur vie. Elle s'intéressait sincèrement. Un des Américains dit à Harrison « Comment peuvent-ils être comme ça, après tout ce qui s'est passé? Comment peuvent-ils ne pas nous haïr ?» Harrison répondit « Parce qu'ils n'ont jamais haï. Ils nous ont toujours vus comme des êtres humains, pas comme des ennemis. C'est leur force. » L'histoire de l'hôpital de campagne du docteur Weber ne fut véritablement connue que des décennies plus tard. Les archives militaires furent ouvertes. Des documents furent déclassifiés. Des journaux intimes furent publiés. Des historiens trouvèrent des preuves de cas similaires, des unités médicales allemandes qui honoraient les conventions de Genève, des chirurgiens qui sauvaient des blessés alliés, des infirmiers qui risquaient leur vie pour des soldats ennemis. Ce n'était pas le cas partout. Il y eut des atrocités, des crimes de guerre, des choses terribles se produisirent de tous les côtés. Mais ces histoires, ces moments d'humanité, sont tout aussi importants, peut-être plus importants, car ils montrent que même dans l'obscurité de la guerre, la lumière peut exister. Robert Harrison mourut en 1998, à l'âge de 79 ans. Jusqu'à son dernier jour, il raconta son histoire, au sujet de l'hôpital de campagne allemand, au sujet du docteur Weber, au sujet de l'humanité qu'il avait vécue. Sa petite fille, Jennifer Harrison, devint historienne. Elle écrivit sa thèse de doctorat sur le traitement humanitaire des prisonniers de guerre, utilisa le journal intime de son grand-père comme source principale. Le travail fut publié, traduit, lu. Maintenant, plus de gens savent.
Plus de gens comprennent. La guerre fut terrible. Des millions de personnes moururent. Des familles furent détruites. Des civilisations brisées. Mais dans ce chaos, dans cette folie, il y eut des gens comme le docteur Weber, comme Klaus Müller, comme l'infirmière Hoffmann. Des gens qui refusèrent de perdre leur humanité, qui refusèrent de déshumaniser l'ennemi, qui virent que derrière chaque uniforme, il y avait un être humain. C'est la leçon que Harrison a pris, la leçon que nous devons tous apprendre. Les ennemis sont créés pendant la guerre, mais l'humanité est innée. Et si nous choisissons de préserver cette humanité, elle peut survivre même au conflit le plus brutal. Le docteur Friedrich Weber mourut en 1967. Ses funérailles furent suivies par plus de 200 personnes, des Allemands, des Américains, des Britanniques, des Français, tous d'anciens patients, tous des gens qui l'avaient sauvé. Ils placèrent une pierre commémorative sur sa tombe. L'inscription portait « Il ne connaissait pas d'ennemis, seulement des patients. Il ne connaissait pas la haine, seulement le soin. Il était un médecin dans sa forme la plus pure. C'est son héritage. C'est ce dont nous devons nous souvenir. Pas seulement des batailles, pas seulement des généraux et des héros, mais des moments silencieux de grâce. Des mains qui soignaient au lieu de blesser, des cœurs qui aimaient au lieu de haïr. C'est la véritable histoire de la Seconde Guerre mondiale, pas celle qui est dans les manuels scolaires, mais celle qui survit dans les journaux intimes, dans les souvenirs, dans les histoires que les grands-pères racontent à leurs petits-enfants. Si cette histoire vous a touché, si vous comprenez pourquoi il est important de préserver ces moments complexes de l'histoire, alors le Super Thanks de YouTube en bas à droite soutient directement l'accès à plus de témoignages de première main, à plus de documents d'archives. Mon grand-père était infirmier pendant la guerre. Il me racontait des histoires comme celle-ci, avant de mourir. Des histoires qui remettaient en question le récit simpliste du noir et blanc de la guerre. Chaque Super Thanks m'aide à passer des semaines dans les archives, à parler avec des vétérans, avant que nous ne les perdions à jamais. Il s'agit d'honorer toutes les facettes de l'histoire, le bien et le mal, l'humanité et l'horreur. Écrivez dans les commentaires, votre famille a-t-elle vécu des expériences pendant la Seconde Guerre mondiale qui ont changé votre façon de voir les choses? Mes spectateurs ont partagé des histoires incroyables, des grands-pères qui étaient dans des camps, des infirmiers qui sauvaient des ennemis, des lettres retrouvées dans des greniers. Chaque commentaire est un fragment d'histoire que nous préservons ensemble. Assurons-nous que ces histoires complexes nous survivent à tous et apprennent aux générations futures que l'humanité est possible, même dans les moments les plus sombres.